That's it, mate. You are world champion. Charles Leclerc trying to go around the outside. Et le premier podium en Formule 1, Isaac Hadjar. L'accrochage au Canada avec son coéquipier, le moteur cassé. And after 24 rounds, Lando Norris is the Formula One world champion. You are world champion. World champion. 2025 restera comme l'année du basculement. Après 7 saisons d'attente, Norris décroche enfin son premier titre mondial, au terme d'un duel qui aura tenu jusqu'au bout entre les deux McLaren et Red Bull. Alors cette saison, effectivement, elle a été dictée par 2026. Certaines écuries ont payé le prix fort de se focus très tôt sur la prochaine saison, pendant que d'autres ont réussi à saisir leur chance. Entre une progression du côté de chez Williams et une mention spéciale à nos rookies, qui ont tous fait une année impressionnante. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire un point, un débrief, je sais pas encore comment on peut appeler ça, je pense que ce sera vraiment plus un débrief de la saison 2025. En tout cas, peut-être sortir les highlights de la saison. Après 24 grands prix, pas mal de retournements de situation, il est donc temps de faire un point sur cette saison. Je le sais que je le fais un peu tard par rapport à d'autres personnes, mais actuellement, au moment où je le filme, on est à un mois pile après la fin du dernier Grand Prix. La vidéo sort à peine quelques jours après. Je pense que je suis encore dans les temps. Aucune livrée n'a été encore montrée. On peut accepter qu'on reste encore quelques minutes dans la saison 2025. La saison 2025 a été marquée par plus d'une chose, et surtout plus d'une personne. Mais si on peut en retenir quelque chose et parler d'eux directement, c'est bien les rookies de cette année. Si pour 2026 on retrouve d'anciens pilotes et seulement un rookie, 2025 nous a bien gâté niveau talent. Le grand gagnant de cette catégorie, si on peut appeler ça comme ça, pour moi c'est Isaac Hadjar. Et évidemment tout ce que je dis là c'est quand même un peu de mon opinion, évidemment. Avec pour cette prochaine saison promu chez Red Bull, dans un contexte toujours assez particulier, surtout pour cette écurie. Dès le début de la saison 2025, sa sortie dès le tour de formation nous avait tous marqués. Beaucoup avaient jugé que le pilote français n'était peut-être pas si prêt à être déjà dans cette monoplace. Pourtant on rappelle que ce Grand Prix en Australie en a fait sortir plus d'un. Alors j'ai pas repris toutes les qualifs, mais on doit être au moins facilement à une bonne quinzaine de passages en Q3. Évidemment on soulignera aussi son premier podium aux Pays-Bas, et suite à ça, il est devenu le plus jeune français à avoir un podium en F1. Et on soulignera évidemment que sa régularité a sauvé pas mal de points à l'écurie. Et aussi, je pense, et on sera tous d'accord, que ça a dû aider aussi à sa promotion chez Red Bull. Juste à côté, on a eu le phénomène Bortoleto chez Sauber. Alors évidemment, les débuts étaient plus compliqués. On note en plus une écurie qui était et l'est encore en pleine transition vers Audi, même si officiellement, depuis le 1er janvier, c'est Audi. Bortoleto a réussi à s'améliorer et à être constant toute l'année, réussir à mettre une pression et surtout à suivre quand même Nico Hülkenberg, qui a quand même un petit chouïa plus d'expérience, en le battant justement au qualif. On rajoute à ça, je trouve quand même une capacité à faire très peu d'erreurs, en tout cas moins que par rapport à d'autres, surtout pour, on rappelle, toujours une première année en F1. Il a réussi à gérer sa monoplace, s'améliorer, apprendre de ses erreurs et impressionner par la même occasion tout le paddock. Et puis, il y a le cas Kimi Antonelli. Ses débuts chez Mercedes ont été quand même plutôt explosifs, parfois littéralement et même trop. Si on a le droit suite à ça à une sorte de petit creux au milieu de l'été, il est vite remonté sur le devant. Qu'est-ce que t'as à nous dire, toi ? Il a quand même réussi à montrer une performance et de certains résultats qui peuvent quand même rappeler les débuts d'autres grands pilotes. Évidemment, on souligne que ces erreurs qu'il a pu commettre, lui, c'était rarement des plus petites erreurs, c'était quand même plutôt... Elles étaient plutôt impactantes, mais il les a toujours assumées, il a toujours appris d'elles pour repartir de plus belle. Surtout qu'en plus de ses erreurs, il a aussi enchaîné les problèmes techniques pendant un moment. Alors pourquoi ces jeunes ont si bien réussi cette année ? Il y a plein de raisons. Déjà, ce reste de très très bons pilotes. N'oublions pas que tous ceux qui arrivent en F1 ont fait un sacré parcours avant. Ce sont l'élite, même, je vais pas dire du sport auto évidemment, mais de cette catégorie. On rappelle que tous les ans, il y a très peu de places. On le voit avec 2026 où il y a à peine une nouvelle place qui s'est libérée. Avec derrière, tous les ans, une vingtaine de pilotes, voire plus, certainement, qui espèrent arriver ici. Mais bon, s'il y a bien une chose qui a joué cette année, c'est que la plupart des écuries étaient focus sur 2026, avaient déjà basculé beaucoup de leurs ressources sur cette prochaine saison, et ces rookies, eux, ils savaient très bien qu'ils n'avaient rien à perdre parce que tous les dés allaient de nouveau jouer cette année qui va bientôt commencer. On pourra noter que tous les rookies avaient l'envie de gagner, l'envie de montrer le meilleur, et ça, forcément, quand on a envie, ça se voit.
J'aborde pas plus que ça pour les rookies, vous me direz votre avis, mais je pense que, de toute façon, quand on voit les retours déjà depuis un moment, on peut être plus ou moins tous d'accord que les rookies ont fait tous une excellente année. En tout cas, une excellente première année. J'ai pas abordé le cas de Bierman, mais lui-même je l'englobe dans ce que je viens de dire pour le reste des rookies. Ça reste un très bon pilote qui a fait une très belle année. Ce qui n'a pas été le plus facile au début avec As qui a quand même continué à avoir des hauts et des bas. Évidemment par rapport à d'autres années, As s'est quand même bien remonté cette année aussi. Mais je trouve qu'en plus de ça, il a quand même réussi à montrer une certaine consistance tout le long. Si on parle de 2025, ça serait compliqué de ne pas parler de ce cas, Red Bull et McLaren. Commençons par Red Bull. Si on regarde uniquement le classement final, Max échoue à seulement 2 petits points de remporter son 5e titre mondial. Mais bon, le vrai miracle de 2025, ce n'est pas ce que peut-être Max a perdu, mais surtout c'est qu'il a réussi à emmener le suspense de cette saison jusqu'au dernier Grand Prix. Si on reprend aux Pays-Bas pendant le Grand Prix, Max était à 104 points de Piastri et 70 sur Norris. Si on pensait qu'honnêtement la bataille était déjà finie, surtout quand on voyait les monstres qu'étaient les McLaren, dès les Grands Prix suivants, entre les changements sur la RB et les échanges de place entre les deux pilotes McLaren, les dés ont été très vite de nouveau lancés. En remportant 6 des 9 dernières courses, il a vite compensé les carences d'une monoplace instable par un pilotage impeccable, il a vraiment porté l'écurie sur ses épaules jusqu'au bout. Pourtant cette année, s'il y a bien une chose aussi à souligner chez Red Bull, c'est qu'il y a eu un grand changement d'équipe. Et même plutôt d'ambiance. On le sait, ça fait 2-3 ans maintenant qu'il y a eu pas mal de changements chez Red Bull, en tout cas pas mal de soit de grands noms qui sont partis, soit de scandales. Cette année, on a eu le grand fameux départ de Horner remplacé par Laurent Mekies. L'instabilité qu'on pouvait ressentir dans l'écurie depuis un moment, honnêtement depuis l'arrivée de Laurent Mekies, on a quand même, en tout cas en tant que spectateur, parce que évidemment on sait jamais réellement ce qui se passe, on a l'impression que c'est devenu un peu plus un environnement plus stable et l'impression que l'équipe savait un peu plus où aller, et même niveau ressenti sur le deuxième pilote avec Yuki, on pouvait quand même voir que on avait l'impression que l'ambiance était quand même plus sympa. Après, entre ce qu'on peut avoir l'impression de voir et ce qui est réellement, il y a un fossé. Mais bon, pendant que McLaren optimisait leur monoplace tout le long de l'année, Red Bull, eux, ils devaient gérer leur crise interne et tous les changements. On rajoute à ça que McLaren, eux, avaient quand même 2 pilotes sur le devant, 2 pilotes qui étaient prêts à se battre, pendant que eux, Red Bull, n'avaient que Max capable de se battre avec eux sur le devant. Et le dernier Grand Prix de cette saison l'a une nouvelle fois confirmé. Au final, Max sort de 2025 sans le titre, mais je pense avec une volonté de certainement remporter la prochaine saison encore plus forte. Dans tous les cas, il nous a prouvé une nouvelle fois son talent. Attendons de voir si cette prochaine saison, Red Bull est de nouveau sur les devants. Surtout s'il passe à travers les mailles du filet avec cette nouvelle réglementation. Après 7 saisons d'attente, de doutes et de critiques, le moment est enfin arrivé. À Abu Dhabi, Lando Norris est devenu le champion du monde. McLaren a détrôné l'Empire Red Bull de ces dernières années. Avec une monoplace qui a clairement redéfini les standards pour cette année, avant de justement entrer dans une toute nouvelle réglementation. Une monoplace qui était stable, une monoplace capable de tenir ses gommes dans une fenêtre vraiment de fonctionnement idéal, des mécanismes que toutes les écuries essayent de comprendre et de copier, et surtout une volonté d'amélioration continue. 14 victoires pour l'équipe, bien plus en podium pour les pilotes. Pourtant, la victoire n'était pas si assurée que ça. Un début d'année où on retrouve le Lando habituel, ultra rapide, extrêmement dur envers lui-même, et souvent à commettre la petite erreur qui était impactante. Pourtant, on a eu lieu un gros changement, un gros tournant au milieu de saison, avec un déclic. Même Jacques Villeneuve, il l'avait souligné, Norris, il a arrêté de se critiquer publiquement pour adopter une vraie mentalité, en devenant vraiment plus agressif et prêt à aller chercher des victoires. Mais le plus grand obstacle de Norris n'a pas toujours été lui-même, ni ses adversaires, c'était parfois son propre camp. Et oui, on va bien parler des fameuses Papaya Rules. Ce code de conduite interne, censé garder une certaine équité entre Norris et Piastri, ça s'est vite transformé en un véritable frein des deux côtés. Pour certains journalistes, et je vais rejoindre ce point, et je pense qu'on est aussi beaucoup, quand on regarde les réseaux, à avoir rejoint cet avis, c'est qu'en refusant de désigner un numéro 1 clair dès ce milieu de saison, McLaren ont failli saboter leur propre championnat et nous repartir avec rien. Ces règles ont créé une tension constante, ce qui obligeait les deux pilotes, mais ici on parle un peu plus de Norris, à se battre contre le chronomètre, contre Max, mais aussi parfois contre la stratégie de sa propre écurie. Norris a su tout de même transformer cette pression en force, McLaren a réussi à remporter le doublé championnat pilote-constructeur, prouvant qu'effectivement avoir la meilleure voiture ne suffit pas, il faut aussi surtout avoir un pilote
prêts à aller chercher la victoire. Maintenant à voir si pour cette prochaine saison qui va bientôt démarrer, est-ce que ces Papayarous n'auront pas laissé des conséquences. Si McLaren et Red Bull étaient occupés sur leur propre bataille, le reste du paddock avait déjà la tête ailleurs. En 2025, la F1 a surtout vécu dans l'ombre de 2026, un changement de réglementation si important que cela a forcément provoqué des sacrifices et ainsi dicté quand même certains résultats. C'est pas forcément le cas le plus frappant, mais en tout cas ils ont été impactés par plus d'une chose et 2026 n'est pas que la seule raison. Mais c'est bien Ferrari, 0 victoire en 2025, un bilan qui sur le papier ressemble à une vraie catastrophe. Pourtant du côté de l'écurie et Vasseur, on l'assume, Ferrari ont délibérément fait le choix d'arrêter très tôt le développement de leur monoplace cette saison. L'objectif c'est mettre 100% des ressources sur ce nouveau moteur, sur tous ces nouveaux changements de 2026. Mais tous ces sacrifices, évidemment, sur le papier c'est bien beau parce qu'on se dit pour 2026 ça sera magnifique, mais pour 2025, encore faut-il être sûr de s'en sortir un minimum. Parce que tout ça, ça se paye très cher avec des pilotes qui étaient frustrés de devoir se battre avec une monoplace qui n'a pas le niveau, qui ne peut pas se battre sur le devant de grille, qui est trop instable, tout ça pour réussir à peut-être grappiller quelques points par-ci par-là. Au milieu de ce sacrifice, évidemment, on va parler de Hamilton. Sa première année en rouge devait être un conte de fées, elle a vite tourné au calvaire. Le septuple champion du monde finit cette saison sans un seul podium, à part si on prend en compte celui du sprint. Entre l'incompréhension des réglages, le fait de s'habituer à une toute nouvelle monoplace, et une relation qu'on a eu l'impression compliquée avec son ingénieur, surtout au début, l'association Ferrari-Lewis ne s'est vraiment pas passée comme attendu. Alors maintenant, on est tous tournés vers 2026 pour voir si toutes ces décisions étaient justifiées. Enfin, on ne peut pas parler de 2026 sans parler de la remarquable écurie Alpine. Entre l'arrêt du programme Renault Moteur cette année, qui a vraiment fait l'effet d'un séisme l'année dernière, 2025 sonne vraiment comme l'une des pires années actuellement pour eux. Si 2024, l'année n'était pas non plus folle, mais au moins on a vu ce beau highlight, si on peut dire ça comme ça, avec le podium au Brésil, qui avait ravivé les équipes et redonné de l'espoir. Cette saison, entre les changements de pilote et une voiture qui manque terriblement de puissance, on n'avait rien à tirer. Alpine paye le prix fort aussi de cette très vite focus sur 2026, même si Gasly, on le notera, a réussi à sauver quelques petits points par-ci par-là pour l'écurie. L'écurie française qui a plus grand chose de français maintenant ressort de cette année avec une image brisée. En résumé, 2025 c'était une année façon de transition, on s'en doutait, et ça va continuer sur 2026. Beaucoup ont accepté de perdre pour gagner demain, mais on reste dans un sport où seule la victoire compte, que cela soit pour les pilotes que pour les écuries. Si effectivement une année de domination fera vite fait oublier les années compliquées, quand on est sur le moment T, c'est difficile d'entendre ces paris et de les accepter. Et cela risque de laisser des traces si les résultats ne sont pas présents dès le début de cette nouvelle saison. Pour finir ce petit débrief, on va dire ça comme ça, parlons de ceux qui sont habituellement en fin de grille, mais qui ont cette année, je pense, tout de même bouleversé les prédictions. Le bond en avant le plus impressionnant de 2025, à mon avis, ça reste Williams. Les chiffres ne mentent pas, c'est la meilleure progression de l'écurie depuis presque 10 ans. J'abuse peut-être un peu, mais on a vraiment un bond en avant de l'écurie. Entre James Walsh, l'arrivée de Sainz et la stabilité de Albon qui est là depuis un moment, l'écurie n'est plus une équipe du fond de grille à jouer les coups de chance. Une monoplace plus régulière, une monoplace capable de plus souvent viser la Q3, là où souvent leurs propres erreurs venaient leurs décisions internes. Et ce qui venait forcément impacter plus d'une course. Williams n'est pas la seule à briller, même si pour eux ça a été plus des hauts et des bas, Haas s'est quand même mis sur le devant et a réalisé l'une de leurs meilleures saisons. Si leur puissance en qualification était encore très difficile, le rythme de course dépassait souvent les attentes. Ils finissent l'année en se plaçant entre Aston Martin et Sauber. Quant à eux, Sauber, cette année, après des années de traversée du désert, cette saison montre déjà le début d'une nouvelle ère. Une data qui montre surtout une voiture qui est en progression surtout sur cette deuxième partie de saison, couronnée par le premier podium de Nico Hülkenberg à Silverstone après plus de 15 ans d'attente, accompagné d'un rookie Bortoleto ici, qui a suivi plus ou moins cette même courbe d'apprentissage que l'écurie. Un début d'année qui était quand même plus dur, mais avec une remontée et un grand potentiel dévoilé par la suite. Des moments forts qui valident enfin le projet et l'arrivée d'Audi. Et surtout, l'arrivée de Binotto. Cette saison 2025 nous a surtout montré une grille qui se resserre, ça se battait à l'avant, ça se battait à la fin. Si le milieu et début de saison pouvaient nous donner certains longs moments, le reste de la saison nous a quand même fait vibrer jusqu'au bout, avec justement plus d'un rebondissement. Et avec déjà des premiers débats sur les moteurs de 2026,
cette nouvelle saison s'annonce sûre en surprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On profite de ce début d'année pour rester encore quelques minutes dans cette saison de 2025 et faire ce mini débrief avant de justement déjà sauter sur toutes les spéculations qui tournent déjà sur 2026 et des premiers tests qui arrivent très vite. On a vu Audi faire ses premiers tours justement il y a à peine 2-3 jours, mais essayons de profiter encore quelques semaines sans avoir mille et une théories sur quelle monoplace va réussir, quelle écurie va être sur le devant, qui est en retard. Profitons de ce petit calme avant la tempête. N'oublie pas de liker, t'abonner. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo sur la F1. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!